J'aimerais te présenter quelqu'un. Vraiment, je suis très impressionné de vous recevoir. Vous êtes un des scientifiques les plus éminents en France, spécialiste dans l'intelligence artificielle. Vous avez commencé au CNRS. Vous êtes un génie des mathématiques. Vous êtes très peu connu ici, mais à la Silicon Valley, quand on dit votre nom, les gens font des danses. Des danses ? C'est un peu exagéré, là, quand même. J'ai un peu abusé. Vous êtes le co-créateur d'Asiri, l'assistant vocal d'Apple. Votre livre s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est aux éditions First. Émilie. C'est un livre qui parle avant tout de vous. Vous rêviez de devenir chercheur au CNRS depuis l'âge de 5 ans et vous avez accompli ce rêve, mais ça ne vous a pas suffi. Votre passion assez précoce pour les nouvelles technologies vous a mené jusqu'à la Silicon Valley aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs créé là-bas votre propre laboratoire qui s'appelle Chic, très français. Le fric, c'est chic. Exactement. Vous inventez en 1997 quelque chose que je ne connaissais pas, le premier frigo connecté qui est capable de proposer des recettes trouvées sur Internet en fonction des aliments. On en parle après l'émission. Ah oui, c'est bien ça. Ça existe toujours pas. Hein. C'est vrai ? Voilà. C'était inventé effectivement en 97, mais toujours pas commercialisé. Exactement, mais c'est les échecs qui vous font grandir, vous le dites d'ailleurs dans le livre. C'est chez Apple que vous développerez l'assistant vocal Siri. Vous gardez un assez mauvais souvenir d'ailleurs de l'entreprise que vous trouvez plutôt arrogante. Et enfin, après 25 ans passés à l'étranger, vous êtes revenu en France pour travailler entre autres sur les voitures autonomes. En fait, le fil rouge de tout votre parcours, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors vous ne voulez pas entendre parler d'intelligence artificielle, vous parlez d'intelligence augmentée. La raison est simple, et d'ailleurs vous tenez à dissiper ce malentendu, c'est que les machines ne bénéficieront jamais d'un cerveau humain. En fait, on a toujours tendance à penser que les machines vont remplacer les humains. Ça ne sera pas le cas, tout simplement parce que les machines ne sont pas capables d'inventer, de créer. Les machines, en fait, pour vous, c'est juste un moyen d'améliorer le quotidien des Français, des gens. Et d'ailleurs, vous dressez le portrait de la vie en 2040, et c'est assez effrayant. On peut imaginer qu'il y a la voiture autonome. Je vais reprendre, excusez-moi. L'émission, elle est montée. On peut dire ce qu'on veut, alors. Mais oui. Ça, on va le garder. Merde. On peut imaginer en fait que le matin, la voiture autonome va venir vous chercher à votre domicile pour vous emmener au travail. Toute la journée, on aura des réunions avec des hologrammes et on pourra même imprimer notre déjeuner, des sandwichs en 3D. Vous décrivez tout ça comme luxe, calme et volupté. Et nous, on a trouvé ça un tout petit peu flippant. Luxe, calme, walker, pardon. Moi, j'ai une question très très bête. Ce que vient de dire Émilie, en fait, c'est très très clair. Vous dites que ce qu'on appelle intelligence, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du raisonnement, c'est le fruit de calculs mathématiques. Donc on veut nous faire croire que les robots vont nous remplacer, que notre téléphone est plus intelligent que nous, qu'il est capable de nous écouter. Et en fait, tout ça, c'est faux. C'est juste des algorithmes et des mathématiques. Est-ce que mon chien est plus intelligent que mon téléphone ? Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent. En fait, ce qu'on nous vend comme l'intelligence artificielle, c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Et moi, je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans, donc je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Ce dont les gens parlent quand ils parlent de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est absolument pas de l'intelligence artificielle telle que nous, on la crée aujourd'hui dans les labos. D'accord ? On sait, nous, que les robots ne nous remplaceront pas. On sait que c'est l'homme qui est en charge. On sait que les données qu'on donne à la machine, ce sont des données qui existent, c'est la connaissance, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Donc ce qu'on voit dans Terminator, Skynet, le robot et l'intelligence artificielle qui va envoyer des fusées pour détruire l'humanité, pour ensuite construire des cyborgs qui viendront dans le passé, à savoir le présent, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il faut être très très clair qu'on est en charge, on décide. Si on décide de créer des robots tueurs, on va faire des robots qui tuent beaucoup mieux que n'importe quoi, que n'importe quel humain. Mais c'est nous qui décidons. Ça existe déjà des robots tueurs. Oui, ça existe déjà. Les assassinats ciblés, ça existe. Tout à fait, donc ils tuent très bien, hein, mais on les a fabriqués. Ils ne se sont pas fabriqués tout seuls. Ce n'est pas un robot d'une usine de voitures qui vise des trucs, qui se décide un jour de prendre le tournevis et d'aller le planter dans quelqu'un. Ça n'existe pas. D'accord ? Il ne prend pas de décision, le robot. Le robot, il fait ce qu'on lui dit. Alors donc c'est un livre pour nous réconcilier avec les clichés qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Et si c'était un complot de Skynet qui avait décidé de créer des robots tueurs et de revenir dans le passé et de vous faire écrire un livre pour qu'on n'ait pas peur de Skynet. Bon, ok. Ouais, j'aurais bien aimé, ça aurait été sympa, mais c'est pas ça. Malheureusement, ma vie est un peu fade. C'est quoi votre définition, question très simple, de l'intelligence ? C'est très compliqué, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui, peut-être pour moi, serait synonyme d'innovation. Ce serait ma meilleure définition. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet de faire autre chose, quelque chose qui n'existe pas.
d'accord, d'inventer des choses, de faire l'art, par exemple, c'est peut-être de l'intelligence aussi. Donc, pour vous, être capable de créer, c'est être intelligent. Créer, c'est être intelligent. Donc, si on regarde aujourd'hui justement ces robots, ces fameux robots, ils font ce qu'ils nous disent, ce qu'on leur dit de faire, pardon, mais ils sont absolument pas capables de faire autre chose parce que la connaissance qu'ils ont est la connaissance qu'on leur inculque. Souvent, l'être humain quand on parle d'être humain, on peut dire cette personne est très cultivée, mais elle est très bête. Cette personne n'est pas très cultivée, mais elle est très intelligente. Est-ce que l'ordinateur, c'est juste une machine à accumuler du savoir? Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est une machine qui a de la connaissance, qui fait de la reconnaissance. C'est tout. Donc nous, on a de la connaissance, mais on a quelque chose d'autre qui nous permet, dans des situations particulières, de ne pas avoir la connaissance, mais d'avoir quelque chose qui va être de la création, qui va être s'adapter à une situation qu'on n'a jamais vue avant. Et une machine ne peut pas faire ça. Elle n'est pas capable de s'adapter à une situation qu'elle n'a jamais vue avant. Il faut qu'elle ait vu la situation pour faire quelque chose. C'est pour ça que je dis que les voitures autonomes, par exemple, n'existeront jamais avec la situation actuelle de l'intelligence artificielle qui est des mathématiques et des statistiques. Avec ça, c'est impossible qu'une voiture autonome puisse aller sur la place de l'Étoile et traverser la place de l'Étoile. C'est pas possible. Parce que c'est trop compliqué. Une voiture qui va en même temps conduire à San Francisco et conduire à Calcutta, ça n'existe pas. Vous connaissez cette histoire du choix de la voiture autonome? Est-ce que la voiture doit avancer en cas de danger, quitte à tuer une vieille personne ou à sauver une jeune personne? Bien sûr. Donc ça, c'est un Est-ce que vous des pouvez nous dilemmes. expliquer ce fameux dilemme pour que les gens comprennent, parce que vous l'expliquerez mieux que moi? En fait, il faut choisir, il faut faire un choix à un moment donné. Donc faire un choix, c'est quoi? C'est quand on programme une voiture, on va décider s'il faut tuer les occupants ou tuer la personne qu'on va potentiellement écraser. Donc il faut faire le choix. Ce qui est évident, c'est que les constructeurs de voitures vont protéger les gens qui sont à l'intérieur de la voiture. Donc ils vont tuer mémé, effectivement. D'accord? Donc c'est un choix, mais c'est un dilemme à la fois. Donc est-ce qu'il faut rajouter plutôt ce qu'on appelle le random, donc le hasard, et dire on fait du hasard, comme c'est peut-être dans la vie. Dans la vie, est-ce que le fait que j'ai pas tourné le volant au bon moment pour éviter mémé, ça a été du hasard? Je ne sais pas. Donc c'est un dilemme excessivement compliqué pour les constructeurs, mais aussi pour les assureurs, pour savoir qui est responsable. Est-ce que c'est le conducteur qui est responsable? Mais le conducteur, il ne conduit plus, parce que c'est la voiture qui conduit. Donc si c'est la voiture qui conduit, est-ce que c'est le constructeur qui est responsable? Donc si c'est le constructeur qui est responsable, est-ce qu'il va écraser mémé? Ou est-ce qu'il va tuer les gens à l'intérieur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous recommandez d'acheter une voiture avec qui se conduit tout seul? Parce que Elon Musk le propose déjà. Est-ce que vous recommandez ça ou il ne faut surtout pas le faire? Moi, je recommande, définitivement. Et je recommande à mes enfants. Parce que même si je dis que la voiture autonome, complètement autonome, n'existera jamais, la voiture autonome niveau 3, 4, ce qui est aujourd'hui, il y a 5 niveaux dans l'autonomie. Dans le niveau 3, 4 de l'autonomie aujourd'hui, c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que mes enfants, je leur donne une Tesla. Je suis très très content de leur donner une Tesla parce que eux, ils vont sortir de boîte bourrés ou je sais pas quoi, ou ils vont texter au volant, etc. Ils vont pas faire attention. Ils vont avoir des accidents, c'est sûr. Ouais. La voiture autonome, elle va s'arrêter. Juste leur dire, si vous voulez sortir et vous bourrer la gueule, prenez pas de voiture. Oui, c'est peut-être mieux. En fait. C'est ça, autonome ou pas, faut pas prendre de voiture. Mais la vérité, c'est qu'ils vont le faire de toute façon. Oui. Et donc je préfère largement éviter ce problème de prendre l'arbre quand on est bourré. Que de ne pas le faire. Émilie, tu as tout à l'heure parlé du frigo connecté que vous avez imaginé il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'imagine que les choses que vous imaginez ne verront pas le jour avant 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces choses-là? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Le gars, il a 200 objets connectés chez lui. Donc, à quelle technologie vous pensez maintenant? Parce que quand vous dites une technologie pour le grand public, pour les gens normaux, c'était ce que vous disiez de Siri il y a 20 ans. D'abord, il faut comprendre qu'il faut être patient dans ce métier. Parce qu'effectivement, on voit à 20 ans à peu près, et ça n'arrive pas avant 15-20 ans, les trucs qu'on crée. Donc, c'est comme ça, donc moi, je suis patient. Ça ne se voit pas forcément, mais... Est-ce que vous êtes capable de lire dans les pensées? Vous avez déjà ça? Non, décrypter les rêves? Mais c'est pas bon. Ouais. Ça, j'aimerais pas du tout, moi, dis donc. Non, ça, c'est... Ça s'appelle un psy. C'est ça. Un psy connecté. Mais... Donc justement, oui, la connectivité des objets, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que je regarde. On connecte quand on rentre chez soi, on appuie sur un bouton, hop, on se met dans le lit, et couverture qui monte et qui nous chauffe. Ça existe ou pas? Pourquoi appuyer sur le bouton? Faut juste le dire? Faut juste vous coucher. Et la couverture monte direct? Oui. Oh là là, c'est génial. C'est ça, quoi. Ça existe pour de vrai, ça? Non. On peut le faire. Mais, je vois pas trop l'intérêt, cela dit. Mais bon. Vous avez raison, ça dépend. Et la bonne nouvelle, c'est que la technologie future, on aura le choix. Donc déjà, il faut s'éduquer, il faut comprendre ce que ça fait et ce que ça ne fait pas, est-ce que ça peut faire de mal, comme on disait tout à l'heure. Mais
La vérité, c'est qu'on va avoir le choix. Si on ne veut pas que la couverture se monte toute seule, c'est très bien. Moi, j'ai envie que quand j'arrive, ma maison se mette en mode apéritif, comme je dis. Donc, mode apéritif, c'est quoi? Quand j'arrive, il y a les lumières qui changent, la musique qui va bien, qui se met, la cheminée qui s'allume, la télé qui s'éteint. Voilà, Pour de vrai tout ça? Oui, pour de vrai, oui. C'est vrai? C'est mon mode apéritif. Et c'est super, ça me met dans une ambiance et j'ai rien à faire. Tic-tac, apéro et hop. Je dis rien. C'est même parce que c'est quand je rentre et qu'il est 19h ou plus que ça fait ça. Et en fonction aussi de la journée que j'ai eue, j'ai une journée de merde. Moi, quand je me mets en mode apéritif, j'appelle Ariane. Et j'arrive avec un petit verre de blanc. Elle fait péter les cahuètes. Et oui. Mais les objets qui vous rendent service, donc c'est une extension de l'assistant. On a fait l'assistant Siri, qui est un assistant vocal. Vous avez rencontré Steve Jobs, parce que Siri, vous l'avez créé, vous l'avez revendu à Apple. Vous dites quelque chose sur Steve Jobs. Vous dites que c'est quelqu'un de très respectable, mais de pas très respectueux. Exactement, oui. Donc très respectable parce que c'était un génie de marketing. Mais c'était un gars infect. Absolument infect avec ces gens, donc ces gens, les gens d'Apple, mais aussi les autres gens, les autres personnes qu'il pouvait rencontrer. Moi, je l'ai rencontré en 2003 la première fois, j'avais une compagnie à l'époque, j'essayais de lui vendre un truc. On avait un rendez-vous d'1 heure. Au bout d'un quart d'heure, il claque la porte, il dit c'est de la merde, de toute façon, ce que tu me présentes, bye. Devant vous, Sympa. comme ça? Ouais. It's a shit. Voilà, it's shit, pure shit, pure shit, bye. Et bon, il aurait pu faire des gestes aussi. Donc, vous les avez fait pour lui. Mais c'était magnifique, quoi. Bon, c'est un peu déstabilisant, mais en même temps, c'est lui qui a porté Apple. C'est lui qui a recréé Apple aussi quand il est revenu. Donc c'était un garçon qui avait le sens du marketing, qui avait le sens de comprendre un produit. Il avait des visions. Il n'était pas capable de le réaliser tout seul. Et donc c'est pour ça que c'était un peu bizarre qu'il soit si infect avec les personnes avec qui il travaillait. Mais bon, c'était un caractère. On perçoit toujours la technologie comme quelque chose de néfaste pour l'emploi. Vous, c'est des questions qui vous agacent un petit peu de penser effectivement les machines vont nous remplacer. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont assez parlants. C'est ceux de l'OCDE, parce qu'ils disent que 14% des métiers, oui, je suis désolée, seraient menacés par la robotisation. Ça représente quand même 66 millions d'emplois, c'est énorme. Alors, il faut être nuancé. Effectivement, il y a des métiers qui vont disparaître. Il y en a d'autres qui vont être créés. On imagine que c'est plutôt les métiers du relationnel qui vont perdurer. Est-ce que vous savez déjà quels sont les métiers qui vont disparaître, quels sont ceux qui vont survivre finalement? Bon, je ne peux pas donner une liste. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, c'est évident. Tout ce qui est avec des tâches robotiques, par définition, ça va disparaître. Les métiers aussi qui sont durs vont disparaître. Ils ont déjà plus ou moins disparu. Dans les usines, les robots ont remplacé pas mal des gens. Dans les usines, les OS ont été remplacés dans les années 60. Ça fait longtemps. En fait, on peut remonter dans les années 1770, quand les tisseurs ont été remplacés par les machines à tisser. Il va y avoir énormément de métiers remplacés, mais il va y avoir énormément de nouveaux métiers aussi, comme vous disiez. Ces chiffres de l'OCDE, franchement, je ne les comprends pas. Je voudrais juste qu'on regarde dans la glace ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé dans les dernières années. Nous, en France, on a loupé la révolution industrielle de la robotisation. On a détruit notre industrie et on a des friches industrielles maintenant. Et on regarde maintenant les pays qui sont les plus robotisés du monde, ceux qui ont réussi cette industrialisation robotique. Allemagne, Japon, par exemple. Et regardons juste les chiffres, c'est pour ça que l'OCDE devrait quand même les connaître. Ce sont des pays, Allemagne, Japon, où il y a beaucoup moins de chômage qu'en France, par exemple. On en parlera dans un instant, parce que tout à l'heure, Mohamed Hamidi, qui a réalisé le film Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch et Malik Bentala, parle à un moment de ces zones franches qui ont été créées pour permettre de créer de l'emploi en banlieue. On garde ce sujet pour tout à l'heure. Est-ce que vous êtes au courant qu'Ariane Massenet n'est plus à la télévision et que des chercheurs du monde entier, des Américains, des Australiens et des Chinois se disaient mais comment est-ce qu'on remplace Ariane Massenet à la télévision? Regardez ce qu'ils ont inventé. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Mais c'est quoi cette folie? C'est terrible, hein? C'est très mauvais. Voilà, c'est ton remplaçant, c'est un avatar informatique. Contrairement à toi, Ariane, il ne demande jamais de vacances. Il peut travailler. Il est con alors. On parlait travailler... d'intelligence, il est con. Il peut travailler 24 sur 24. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Bon, vous voyez la qualité déjà. Ouais. La qualité est très mauvaise. Le TTS, qui s'appelle TTS, text-to-speech, la prononciation est très très mauvaise. Et puis le gars, il est robot, c'est un robotique. Je veux dire, vous regardez ça 5 minutes, après vous avez envie de l'abattre. Je veux dire, c'est insupportable. Donc la vérité, c'est qu'il n'a aucune humanité.
D'accord, donc même si on Donc essaie on de peut pas créer... encore remplacer Ariane Masna à la télévision. Certainement pas Ariane, ça c'est sûr, mais même n'importe quelle poupée qui est à la télé, qui fait les news sur CNN, vous pouvez pas la remplacer avec ça. J'aimerais qu'on parle aussi de l'analyse des données. Là, par exemple, en France, il y a le grand débat où il y a pas mal de doléances qui sont transmises. C'est très bien de recueillir plein de données, mais qui pour les analyser ? Est-ce qu'il faut quand même toujours des hommes derrière ou est-ce que des robots sont capables de comprendre les doléances qui vont être exprimées dans le grand débat ? Alors exactement comme on dit tout à l'heure, les données, elles sont créées par nous et elles doivent être analysées par nous. Et elles doivent être ce qu'on appelle labellisées par nous. D'accord ? Donc il va falloir qu'il y ait un humain à un moment donné. Là, il va y avoir une masse énorme effectivement de données qui arrivent de partout et dans n'importe quel format aussi. Donc ça va être très très compliqué. Il va falloir les labelliser, il va falloir les catégoriser. Et ça ne peut être fait que par les humains aujourd'hui.